Bien, bonjour à tous. Donc, en effet, on va essayer de réfléchir. Alors, j'espère que je ne vais pas rappeler trop mauvais souvenirs entre vous. Les philosophes, quelquefois, on les philosophes, tout le monde dit, voilà, ça me rappelle toujours la terminale. Donc, je vais essayer de ne pas être trop invasif. Donc j'étais en effet très, très heureux quand François m'a proposé de travailler sur justement cette question de rapport entre individu et personne, parce que ça me permettait justement, je dirais, de tordre le cou en quelque sorte à une idée qui est quand même encore assez répandue dans les esprits aujourd'hui. C'est l'idée selon laquelle finalement, quand on est réaliste, quand on est pragmatique, quand on veut être efficace, il faut nécessairement être individualiste. C'est-à-dire qu'il faut essayer de tirer soi-même son épingle du jeu et puis faire en sorte que les individus soient en concurrence les uns avec les autres pour que justement les choses puissent fonctionner de manière efficace, puissent progresser, etc. Or, l'idée à laquelle je voudrais justement un peu remettre en question aujourd'hui, c'est justement la notion même d'individu. C'est-à-dire que peut-être un petit peu provocateur, mais enfin, quand même, ce que je voudrais défendre comme idée ici, c'est que finalement, l'individu, en soi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que cette notion de l'être humain comme une entité qui serait complètement autonome, indépendante, qui ne fonctionnerait qu'en ayant comme visée son intérêt particulier et qui n'agirait qu'à partir de cette représentation qu'il a de lui-même, finalement, cette notion d'individu me semble être une pure abstraction. En effet, une pure abstraction et nécessite d'être à la fois remise en question, d'être un peu, pour parler un peu de manière un peu pédante, un peu déconstruite, c'est-à-dire simplement un petit peu comment elle s'est construite et comment on peut la faire évoluer, pour justement aboutir à la notion de personne dont parlait François tout à l'heure, qui me semble être une notion beaucoup plus féconde et qui réussit justement à faire la synthèse entre à la fois ce qui relève des aspirations individuelles de chacun, mais en prenant en considération justement l'environnement, en prenant en considération la collectivité et en prenant en considération autrui. Il faut faire une distinction aussi entre ce qui est de l'ordre du collectif et ce qui relève de l'altérité, ce qui relève de ce qu'on appelle l'autre en général. Alors, je préciserai un petit peu tout à l'heure de quoi il retourne. Alors, d'une part, pourquoi dire que finalement, pourquoi dire que la notion d'individu est une pure abstraction? Pourquoi dire que l'individu en soi, ça n'existe pas? Tout d'abord parce que, là on va voir les choses de manière un petit peu historique, tout d'abord parce que les hommes ne se sont pas toujours perçus comme des individus. Les hommes ne se sont pas toujours perçus comme des individus, et je ne suis pas certain que tous les hommes aujourd'hui, sur notre planète, se perçoivent comme des individus. C'est-à-dire que si on prend par exemple la représentation que se faisaient d'eux-mêmes les Grecs, ou les Latins, enfin jusqu'au XVIIe siècle à peu près, l'être humain se définissait essentiellement en fonction de sa communauté d'appartenance, en fonction de son groupe d'appartenance. Si on prend par exemple, ça c'est le texte d'Aristote, ou d'autres textes de la philosophie antique, grecque, eh bien, les Grecs faisaient une nette distinction entre on était d'abord grec ou barbare. C'est clair, il y avait d'un côté, il y avait les Grecs, les Grecs c'était ceux qui parlaient grec, et les barbares, c'est l'origine du mot barbare, ça veut dire ceux qui parlaient une langue qu'on ne comprenait pas bien. C'était une espèce de charabia, barbare, mot. Et donc, il y avait des Grecs, il y avait tous les autres. Et puis à l'intérieur, eh bien, on se définissait en fonction de sa cité. On était athéniens, on était thébains, on était corinthiens, etc. Et ensuite, on se définissait en fonction de son clan, de sa famille, etc. C'est-à-dire que l'individu, ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si on regarde dans la plupart, je pense, des civilisations traditionnelles, la notion
notion d'individu en elle-même n'a pas réellement de sens. Et la notion d'individu, elle ne va apparaître que assez... alors, elle va apparaître déjà, on peut dire, un peu avec l'arrivée du christianisme, avec cette idée que, justement, tout être humain, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, et puis elle va se développer progressivement au cours du temps. Alors, il faudrait en effet remettre en question cette notion d'individu, mais en même temps montrer que le fait qu'on soit passé, dans l'histoire à la fois de la pensée, mais aussi dans l'histoire des représentations collectives, hein, d'une représentation de l'homme en tant que membre d'une communauté, à la notion de l'homme se percevant, se représentant comme un individu, c'est quand même un progrès. C'est quand même un progrès parce que, on va le voir, ça a permis pas mal d'évolutions sur le plan social, politique, au cours de l'histoire. Donc la notion d'individu, elle va apparaître progressivement. Par exemple, déjà, on va trouver chez certains philosophes ou dans la littérature aussi, des auteurs qui vont commencer à s'exprimer à la première personne, ce qui était quelque chose d'assez... on rencontrait assez peu dans l'Antiquité. Hein. En général, les auteurs ne s'exprimaient pas à la première personne. Donc, le premier, me semble-t-il, quand on dit premier, il y a toujours un quelqu'un qui va trouver quelqu'un avant qui a été écrit. Enfin. C'est pour, par exemple, c'est Saint Augustin qui écrit les Confessions. Hein. Et puis, après, si on remonte un peu plus loin, on va avoir par exemple les textes de Montaigne. Et puis, on va avoir au XVIIIe siècle, Rousseau, qui a aussi écrit les Confessions. Bien. Mais on peut dire que la notion d'individu, elle commence à apparaître vraiment à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans l'histoire de la pensée, l'époque moderne. L'époque moderne, ça commence au XVIIe siècle. Principalement avec Descartes. Alors, pour ceux qui ont des souvenirs, ou de vagues souvenirs de terminale, hein, Descartes, c'est Cogito, je pense que je suis, hein, c'est-à-dire, c'est justement cette idée que l'individu, plutôt l'ego, exactement, hein, le jeu, hein, ego, latin c'est le jeu va être au fondement même de tout l'édifice de la représentation qu'on va se faire du monde. C'est-à-dire que, pour résumer très rapidement la démarche de Descartes, Descartes cherche à tout prix à trouver une première certitude, quelque chose vraiment qui soit indiscutable, comme il dit, indubitable, quelque chose dont on ne peut absolument pas douter. Et donc il adopte une démarche qui repose sur le doute, hein, sur la méthode du doute, qu'on appelle le doute hyperbolique, parce qu'il est poussé à l'extrême, hein, poussé au plus loin qu'on peut pousser. Donc, alors c'est un doute purement théorique, hein, Descartes ne comprend pas réellement, mais c'est juste une méthode. Donc, se dit, je peux douter de tout ce que je perçois par les sens, mes sens peuvent me tromper, peut-être que finalement je suis toujours en train de rêver ou de vivre une hallucination. Je peux même peut-être douter que 2 font 4 parce que peut-être qu'il y a une espèce de malingénie qui me trompe et qui me fait croire que ça fait 4 alors que ça fait 5. Bref, je peux douter de tout. Il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je suis. Je ne peux pas douter que je suis, puisque pour douter que je suis, il faut qu'il y ait un sujet du doute, et le sujet du doute, c'est moi. Donc, je peux douter tant que je voudrais, le malingénie, s'il existe, il peut me tromper tant qu'il voudra, il ne pourra jamais me faire croire que je n'existe pas, puisque pour me tromper, il faut que j'existe. Et j'existe en tant que sujet pensant. J'existe en tant que sujet qui pense. Je suis, ça c'est la vérité vraiment absolument qui résiste au doute, puisque en douter, c'est en quelque sorte le contraire. Plus je doute que j'existe, plus je prouve que j'existe. Et à partir de là, donc, on va avoir une représentation de l'homme, une manière pour l'homme de se percevoir lui-même qui va être radicalement différente. Et ça va quand même permettre alors, après, évidemment, c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. Est-ce que c'est parce que la société a évolué que les idées
ont germé dans les esprits. Pourquoi est-ce que justement au XVIIe siècle apparaît cette idée d'un ego, d'un jeu qui se pense lui-même, qui se pense comme pouvant être le principe de tout l'édifice de la connaissance, ou est-ce que c'est parce que les esprits ont évolué que la société a évolué? Je pense qu'il y a un peu d'interaction qui se met en place. Mais en tout cas, donc, cette naissance de la notion d'individu va quand même être un progrès, parce que c'est elle qui va être à l'origine de tout le courant de la philosophie des Lumières. Le courant de la philosophie des Lumières, et on peut dire d'ailleurs que les Lumières, finalement, elles commencent dès le XVIIe siècle, justement, avec quelqu'un comme Descartes. Alors, la notion même de lumière, on la trouve chez Descartes lui-même, puisque lorsque Descartes parle de la raison, cette faculté que nous partageons tous, qui d'ailleurs pour lui fait notre humanité, eh bien, la raison, il la désigne par le terme de lumière naturelle. C'est-à-dire c'est cette faculté qui nous permet d'éclairer le monde que nous percevons et de le comprendre. C'est cette faculté qui nous permet de distinguer, dit-il, le vrai du faux, la faculté de bien juger et de conduire par ordre ses pensées. C'est la raison telle que Descartes l'a définie et qui définit comme lumière naturelle. Et le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, justement, eh bien, va être le siècle de la raison triomphante, raison humaine triomphante, et qui va développer cette idée justement que il y a une certaine égalité entre les individus. Or, justement, la perception que les hommes avaient d'eux-mêmes en tant que membres d'une communauté, ou même en tant que membres d'une caste, d'un ordre, l'Ancien Régime par exemple, eh bien, empêchait cette possibilité de se penser comme un individu égaux à tous les autres, égal à tous les autres, un individu égal à tous les autres. Et on était enfermé, justement, le fait de se représenter comme membre d'une communauté, le fait de se représenter comme membre d'une collectivité, faisait qu'on était comme enfermé dans cette communauté, enfermé dans cette collectivité, et on ne pouvait pas en sortir. On était, en quelque sorte, prisonnier de sa naissance. La naissance, l'apparition de la notion d'individu va faire que, justement, on va pouvoir, les hommes vont pouvoir envisager, imaginer la possibilité de pouvoir sortir de cette communauté d'appartenance, de ce groupe d'appartenance initiale, pour pouvoir s'épanouir, se réaliser, s'accomplir dans d'autres sphères sociales. Donc, de ce point de vue-là, en effet, l'apparition de la notion d'individu, la perception de l'homme comme individu, peut être envisagée comme un progrès. Ça, c'est important de le souligner, mais, comme tout progrès, eh bien, il a besoin d'être dépassé. Il a besoin d'être dépassé, c'est-à-dire qu'il présente un certain nombre d'avantages, un certain nombre il produit un certain nombre d'effets positifs, mais il peut aussi conduire à des excès, il peut conduire à des effets pervers, et d'ailleurs un philosophe qui s'en est, un philosophe, peut-être même peut-être le considérer comme un des précurseurs de la sociologie moderne, c'est Alexis de Tocqueville, qui justement est quelqu'un qui pense, après la Révolution, qui est un aristocrate, donc issu de l'ancien monde, du monde où on se percevait comme appartenant à une communauté ou à un groupe d'appartenance, mais qui en même temps voit le progrès de la société, le progrès de ce qu'il appelle justement l'esprit démocratique. Puisque la notion de la démocratie moderne, pas la démocratie antique, mais la démocratie moderne, elle va aussi se construire sur cette notion d'individu. Et pour Tocqueville, justement, la démocratie, c'est pas seulement un système politique, la démocratie, c'est un système social. C'est un système social et qui se fonde sur ce qu'il appelle l'esprit démocratique. L'esprit démocratique, qu'est-ce que
talents que d'autres n'ont pas, etc. Bien. Mais l'esprit démocratique, c'est l'idée présente dans tous les esprits que chacun peut revendiquer la possibilité d'accéder à n'importe quelle position sociale, ce qui n'était justement pas possible avant. On essaie dans un groupe social, on ne peut pas en sortir. Là, justement, cette idée que chacun peut accéder à n'importe quelle position sociale. Et ce qui est très intéressant quand on lit Tocqueville, alors il y a un texte qui se lit assez bien, hein, qui n'est pas un texte trop difficile et qui est assez intéressant, c'est l'introduction de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Parce que Tocqueville est intéressé par la naissance de la démocratie en Amérique, parce que ce qui différencie l'Amérique de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas passage d'un État ancien à un État nouveau, mais création d'un État qui, d'emblée, est démocratique. Donc, c'est en quelque sorte, pour lui, l'Amérique, c'est la démocratie à l'état pur. Tandis que le problème de l'Europe, justement, c'est le fait qu'on est obligé de passer d'un modèle à un autre. Alors, c'est intéressant, c'est curieux, quand on lit l'introduction à la démocratie en Amérique, c'est qu'il ne parle pas d'Amérique, il parle que de la France. Parce que, justement, son problème, c'est celui-là. C'est, justement, comment penser ce passage de l'ancien au nouveau monde. Et ce qui est assez intéressant en lisant cette introduction, c'est qu'on voit que Tocqueville, c'est quelqu'un qui est à la fois fasciné par ce qu'il vit, hein, parce qu'il vit un changement de monde, un changement complet d'univers. Donc il est à la fois fasciné par ce qu'il voit, il se rend compte que, en effet, bien que lui étant issu d'un milieu aristocratique, il se rend compte que ce changement est inéluctable, on ne peut pas l'empêcher. C'est le sens de l'histoire. En même temps, il est effrayé par ce qu'il voit. Pas tant parce qu'il voudrait retourner, il n'y a pas la nostalgie de l'état antérieur, il a bien conscience que cet état antérieur présentait en effet des caractères d'injustice, des caractères tout à fait dépassés pour son époque, mais il reproche surtout aux politiques de ne pas accompagner ce mouvement pour éviter qu'il produise justement tout un ensemble d'effets pervers qu'il voit venir, et on a l'impression, en lisant Tocqueville, que vraiment c'est un visionnaire par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la montée de l'individualisme. Il voit la montée de l'individualisme et la perte d'un certain nombre de valeurs, justement, qui étaient des valeurs de solidarité. Alors évidemment, cette solidarité, elle existait autrefois à l'intérieur de la communauté d'appartenance. Mais il ne voit pas cette solidarité se déplacer sur l'intégralité de la société. Il voit plutôt des individus qui ont compris que justement ils pouvaient prétendre à accéder à n'importe quelle position sociale et qui, en quelque sorte, sont prêts à tout pour y parvenir, et ils voient que ça risque d'être un facteur de destruction, de délitement de la cohésion de la société. Et justement, c'est un peu le problème que pose cette notion d'individu, c'est si on la conçoit véritablement comme étant, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une représentation de l'homme, quand tu l'homme, c'est l'être humain en général, c'est un générique, hein, de l'homme comme une sorte d'entité séparée de ses semblables, totalement autonome, totalement indépendante, qui n'agit qu'en fonction de son intérêt particulier, eh bien, on risque de finalement voir la cohésion sociale se décompter. Alors c'est pour ça qu'il y a peut-être une chose à remettre en question, justement, c'est cette idée de l'individu comme étant une entité totalement coupée du reste, je dirais coupée de la nature dans son ensemble et coupée de la société en particulier. Et là, pour développer cette idée, je ferai référence, alors ça c'est un petit peu mon auteur de référence, hein, je ne peux pas m'empêcher d'y faire référence parce que quelque chose, c'est justement Spinoza, donc il est un philosophe du XVIIe siècle. Spinoza est un philosophe du XVIIe siècle,
qui est un philosophe qui s'inspire de la pensée qui prend le concept dans la pensée de Descartes, mais qui en fait tout autre chose. Et qui justement, lui, va penser la notion d'individu. Alors, lorsqu'il parle d'individu, il ne parle pas forcément d'individu humain. Hein, mais par individu, il entend toute chose singulière. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien ça qu'un arbre ou qu'un être humain. Et il va penser la notion d'individu d'une manière qui est vraiment tout à fait différente et qui remet en question la conception à laquelle je fais référence précédemment, puisqu'il va penser l'individu en termes de réalité composée, qui va d'ailleurs à l'encontre même du sens littéral et étymologique du mot individu. Puisque le sens littéral ou étymologique du mot individu, ça veut dire ce qui est indivis, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas diviser. Or, justement, la philosophie de Spinoza consiste à considérer que la nature, alors quand il entend la nature, c'est la totalité de ce qui existe. La nature au sens romantique ou écolo du terme, c'est pas tout ça. La nature, c'est tout. C'est la totalité de ce qui existe. Il n'y a rien en dehors de la nature. Donc, c'est l'idée que la nature est un tout. La nature est un tout composé de différentes choses singulières qui sont reliées, réunies les unes aux autres et qui interagissent les unes sur les autres. Et tout ça étant régi par des lois de causalité constante. C'est-à-dire que finalement tout dans la nature est cause, c'est-à-dire produit des effets, mais en même temps effet, c'est-à-dire est la conséquence d'une chose. Et donc, lorsqu'il aborde la question de l'homme, il remet en cause une idée qui s'inspire de Descartes, qui est l'idée du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle je, l'ego, je suis la seule origine de mes actes. Je peux choisir ce que je veux faire, ce que je veux penser, etc. Je suis cause première de mes actes. Je suis cause première de mes actes, c'est-à-dire que je suis une cause qui elle-même ne serait pas causée par autre chose. Or, justement, l'objection que dit Spinoza, c'est de dire, mais dans la nature, ça n'existe pas et c'est même pas pensable. Dans la nature, tout effet a une cause, et toute cause produit un effet. Mais tout est en même temps cause et effet. On est dans un enchaînement infini de causes et d'effets. Rien ne peut être produit par rien. Et la formule qu'il emploie pour résumer un petit peu cette idée, c'est la suivante, c'est de dire que l'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire, et que les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs désirs et qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Alors ça veut dire quoi? L'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire. Ça veut dire que finalement, les lois qui régissent le comportement humain ne sont pas des lois qui sont d'une autre nature que les lois qui régissent les rapports entre tous les éléments qui constituent la nature tout entière. Nous sommes des parties de la nature et nous sommes comme régis par les lois de la nature, comme n'importe quelle autre chose singulière. Et le libre arbitre est une illusion, tout simplement parce que nous avons conscience de nos désirs. J'ai envie de boire un verre d'eau, j'ai conscience que je veux boire un verre d'eau, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas forcément connaissance des causes de ces désirs. Donc j'ai l'impression que ça vient simplement de moi. J'ai l'impression que ça vient uniquement de la personne et qu'il n'y a pas de causes antécédentes qui vont déterminer ce désir. Et à partir de là, il y a aussi l'idée, donc, puisque justement l'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire, eh bien la société fait partie de la nature, eh bien il n'est pas dans la société isolé des autres. Il est donc
un élément qui compose cet individu beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qu'est la société. Et donc, ça permet de penser justement l'homme comme un être relié. C'est-à-dire qu'on ne va plus penser justement l'individu comme un être séparé, hein, mais au contraire, on va penser l'individu n'est pas identique à moi. Tout ce qui dans l'autre n'est pas identique à moi et qui, pour moi, est mystère. Et qui, pour moi, est inaccessible. Parce que, en effet, je ne peux pas me mettre dans la conscience de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. À savoir ce que l'autre pense. Je ne peux que le supposer, je ne peux qu'y croire.